Bonjour tout le monde, mon nom est Lisa Leclerc, je suis agente de projet avec la CBDC Restigouche et je travaille sur l'initiative Prêteurs Novateurs. Je suis fière de vous accueillir à notre troisième panel de discussion. Vous savez probablement que les femmes entrepreneurs peuvent être confrontées à des barrières lorsqu'elles sollicitent du financement pour leur entreprise. Aujourd'hui, on a réuni des prêteurs et des femmes entrepreneurs afin d'alimenter une conversation sur le thème « Surmonter les préjugés et les stéréotypes ». On vous rappelle que les préjugés sont des préférences individuelles que nous avons envers une personne, un groupe ou une chose, alors que les stéréotypes sont des généralisations que l'on attribue à des catégories ou à des groupes de personnes. Prêteurs Novateurs est livré par la Corporation au bénéfice du développement du Restigouche, la CBDC Restigouche, grâce à un financement de projet fourni par la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat du gouvernement fédéral, dans le cadre du Fonds de l'écosystème SFE et administré par l'Agence de promotion économique du Canada Atlantique, donc l'APECA. Avant de débuter le panel de discussion, nous tenons à souligner que les membres de l'équipe de Prêteurs Novateurs vivent, travaillent et socialisent sur les territoires traditionnels non cédés de la Première Nation Mi'kmaq de Kespegawagi, située dans la région du traité de paix de l'amitié de ce qui est maintenant connu comme étant le nord du Nouveau-Brunswick et l'est du Québec. Il est maintenant temps d'ouvrir la conversation et de rencontrer nos panélistes. Bonjour à tous, mon nom est Catherine Lantaigne et je suis directrice de Femmes en Affaires Nouveau-Brunswick. Donc, nous, notre rôle, c'est d'aider les femmes entrepreneurs au Nouveau-Brunswick, soit celles qui sont déjà entrepreneurs ou celles qui aspirent à le devenir, à démarrer leur entreprise, à croître leur entreprise et à exporter leurs produits ou services. Et on fait ça à travers de formations, d'activités, d'activités de réseautage en ligne aussi, donc plusieurs programmes. Je peux enchaîner. Bonjour à tous, Simon Charlebois. Moi, je suis directeur de la SADC Shawinigan. Les SADC, c'est des organisations de développement économique au Québec. On est 67 à travers le Québec. Essentiellement, les SADC ont deux volets, un financement d'entreprise, un volet qu'on appelle développement local. Dans le cadre de la SADC Shawinigan, dans le volet développement local, on a travaillé au cours des 6 dernières années 2 études au niveau des femmes entrepreneurs qui nous ont permis d'avoir un regard différent sur différentes réalités des femmes. C'est un petit peu ce qu'on va partager aujourd'hui. Bonjour, mon nom est Indu Krishnamurti. Je travaille chez Microcrédit Montréal en tant que directrice générale. Microcrédit Montréal, depuis 32 ans, on offre un accompagnement de proximité ainsi que du microcrédit à des entrepreneurs et des professionnels immigrants qui ont besoin d'un coup de pouce pour intégrer dans la société québécoise, soit par l'entrepreneuriat ou par la reconnaissance de leur diplôme. Bonjour tout le monde, mon nom est Kitty Antoine. Merci Indou pour l'invitation. Je suis ici grâce à toi. Moi, je suis une femme qui porte plusieurs chapeaux parce qu'il y a plusieurs années, je devais investir beaucoup d'énergie pour changer ma situation et celle des gens qui me ressemblent dans ma communauté, mon entourage. Donc, je suis la propriétaire de boutique Espace Urbain, qui est aujourd'hui la plus grande surface magasin afro-caribéenne urbaine au Canada. Je suis aussi la fondatrice de l'organisme Union urbaine, qui est un organisme en art et culture ici à Montréal, qui coordonne depuis 4 ans le Festival afro-urbain pour la Maison d'Haïti, qui aussi présente le web média loungeurbain.com. Je suis également la gestionnaire et coordonnatrice de communauté artistique du projet Atelier 3333, qui a été présenté par l'artiste, mécène, écrivain et toutiste Marc Séguin. Ça, c'est quelques-unes des activités professionnelles que je reconduis. Je suis aussi artiste visuelle et animatrice. En ce moment, vous pouvez me voir dans un de mes derniers projets qui s'appelle Pas te mentir, qui est diffusé depuis février 2022 sur ici-tout.tv, la chaîne web de Radio-Canada. Fait que c'est une première série de 8 épisodes où on discute entre 3 co-animateurs racisés des sujets, des billets qui sont reconduits dans les communautés immigrantes avec des personnalités et des sommités. Je vous invite à l'écouter. Merci de m'avoir invité ce matin.
Je vais prendre la balle au bon suite à l'excellente présentation de Mme Antoine. Je me présente, donc, mon nom est Joseph Lucciola. Je suis le coach de développement des affaires et de l'accompagnement pour l'ensemble du Québec chez Evol. Evol dessert les 17 régions administratives du Québec. Donc, on est très fiers de notre nouvelle mission parce qu'auparavant, nos ancêtres étaient Femmes et Sœurs, où on adressait notre offre de service exclusivement aux femmes. Depuis le 15 septembre 2021, nous sommes devenus Evol. Et Evol, aujourd'hui, s'adresse autant aux femmes qu'aussi aux communautés racisées. Nous faisons du financement maintenant d'impact et inclusif. Donc, ça vient, quand je vois le succès de Mme Antoine au niveau des personnes racisées, ça me fait plaisir d'entendre cette présentation-là. Bonjour, donc je m'appelle Sarah L'Italien. Les gens m'ont surtout connue dans les dernières années comme cinéaste. J'ai travaillé pour la télé, le cinéma et surtout les vidéoclips. Mais à l'arrivée de la pandémie, j'ai perdu tous mes contrats et j'ai voulu faire un changement de carrière parce que j'ai toujours voulu travailler en sciences. Donc, je me suis créé une entreprise où est-ce que j'invente n'importe quoi. Donc, Projet Sequoia est né de l'idée de pouvoir inventer un produit qui n'existe pas encore sur le marché. Donc, on a des imprimantes 3D, laser, etc. Et sur demande, on crée des produits touristiques, corporatifs. On vend toutes sortes de produits. Peu importe ce qu'on peut penser, on peut le réaliser. Là. Oh, c'est bien. Bien. Merci beaucoup tout le monde d'être ici. On va procéder tout de suite à la discussion. Je vous pose la première question. Quels sont certains des préjugés et des stéréotypes dont vous avez été témoin ou dont vous avez entendu parler en ce qui concerne l'entrepreneuriat féminin? Qui voudrait débuter la conversation? Je peux peut-être débuter. Écoutez, ça fait quand même plusieurs années que je vague dans l'écosystème entrepreneurial et j'ai souvent entendu dire, et même je pense que même les femmes le croyaient eux-mêmes, l'impossibilité d'être maman et d'être aussi entrepreneur. Donc, ça a été un des premiers préjugés. Et aussi à travers le temps, et là où je vois beaucoup d'amélioration et même de changements culturels. Auparavant, on voyait où l'entrepreneur féminin, à ce moment-là, opérait souvent dans des commerces de détail ou encore des entreprises de services. Maintenant, on les voit dans tous les secteurs industriels, bioalimentaires, et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est frappant et tellement plaisant de voir. Je vous dirais aussi, on a eu souvent le préjugé où les femmes prenaient moins de risques, étaient de plus en plus, et c'était des gens qui étaient plus émotifs à ce moment-là face aux risques que la gente masculine. Et bon, écoutez, je ne veux pas trouver encore les solutions. Le but, c'est vous exposer maintenant les préjugés. Et souvent aussi, j'ai entendu dire que les femmes étaient entrepreneurs, avaient récolté ce que leur famille avait semé. Donc, souvent, c'était la relève et non je vous dirais, du nouvel entrepreneuriat. Donc, ça, c'est intéressant, c'est que c'est totalement faux que c'est seulement la relève. On le voit, nous, chez Evol, où il y a une effervescence au niveau des femmes pour l'entrepreneuriat. Donc, je vous dirais, là, c'est souvent les 4 ou 5 stéréotypes à ce moment-là qui sont véhiculés, qu'on entend souvent. Donc, voilà. Pour rebondir à ce que Joseph dit, en fait, depuis 32 ans, Microcrédit Montréal a constaté que 80% de notre clientèle sont issus de la diversité et de l'immigration et 65% sont des femmes. Et nous, on est comme la première marche de financement et notre objectif, c'est de faire le pont vers les autres institutions. Et pourquoi les femmes, surtout les personnes de la diversité, viennent chez nous? Sûrement parce qu'il y a des biais dans les institutions traditionnelles et c'est ça qu'on veut briser. Donc, déjà, les femmes, comme Joseph a mentionné, souvent, elles sont averses au risque. Elles préfèrent partir un projet plus petit à leur taille. Elles ne veulent pas nécessairement s'endetter. Donc,
l'accompagnement, c'est clé pour ces personnes, à la fois pour bâtir leur confiance en soi et de leur donner des petits pas pour qu'elles puissent avancer. Et là, je suis dans les solutions, mais souvent les femmes aussi préfèrent utiliser leur propre économie. Donc, parce qu'il y a, en général, elles ne veulent pas s'endetter. Donc, ça, c'est des choses que nous, on a constatées dans notre expérience. Merci. Peut-être également pour faire du pouce, continuer dans la même lignée. C'est ça, quand je parlais un peu qu'on a fait des études, la première, je vais juste amener un petit peu le contexte. On a fait une étude qui comparait la croissance des hommes et des femmes entrepreneurs et dans des secteurs similaires. Puis je vais résumer ça très rapidement. La différence principale, c'est le nombre d'heures travaillées par semaine. Essentiellement, là, les femmes travaillent en moyenne 5 heures par semaine de moins qu'un homme dans les entreprises similaires. Et ces 5 heures-là, souvent, ça l'amène un peu, comme il était mentionné, justement, une croissance, des fois, qui est peut-être un petit peu plus lente, mais les objectifs sont les mêmes. Également, ce qu'on a remarqué dans notre deuxième étude, c'est l'événement aussi du temps partiel. Quand on voit qu'il y a moins d'heures, ce qu'on remarque aussi beaucoup, qu'on a une situation de plein emploi qui commence à être un peu plus généralisée à travers le pays, c'est que de plus en plus, les personnes partent des entreprises à temps partiel, puis c'est plus vrai chez les femmes que chez les hommes également. Et souvent, au niveau des institutions, c'est là un petit peu le préjugé qu'il y a. Souvent, on a l'impression que quelqu'un qui démarre une entreprise à temps partiel, ce n'est pas un vrai entrepreneur. C'est juste un sideline, c'est juste quelqu'un qui fait ça pour un hobby, pour s'amuser. Juste pour vous donner un chiffre, là, présentement, dans l'étude qu'on a fait au Québec, c'est 80% des femmes qui se lancent en affaires le font à temps partiel en conservant un emploi. De façon pan-canadienne, c'est environ 70% des femmes qui se lancent en affaires conservent un emploi. C'est qu'il y a des gros enjeux, finalement, de s'adapter à cette clientèle-là. Ce qu'on se rend compte, finalement, c'est que beaucoup de ces gens-là qui ne viennent pas nous voir, puis il y a beaucoup de prêteurs qui ont encore un petit peu des préjugés, qui regardent ça de haut, à savoir que non, c'est pas une vraie entrepreneur, c'est qu'on a comme défini un modèle d'entrepreneur qui est quelqu'un qui va à 100 000 à l'heure, puis travaille 80 heures semaine, j'aurais dit qu'il n'y a pas de vie. Et souvent, les jeunes, particulièrement les jeunes femmes entrepreneurs, ne se voient pas dans ces modèles-là. C'est pour ça, d'ailleurs, je vais en parler un peu plus tard. On a même trouvé un nouveau terme, mais je peux le dire tout de suite, le flexipreneur. Il y a peut-être des gens qui ont vu ça passer. C'est pour être capable de rejoindre ces gens-là qui souvent ne viennent pas dans nos organisations parce qu'ils se sentent un petit peu, non, moi, je ne suis pas un entrepreneur. Ils sentent un peu, c'est un syndrome de l'imposteur. Ils voient l'entrepreneur comme tellement haut qu'ils disent non, moi, ce n'est pas le modèle que je veux ressembler. Mais on se rend compte qu'on échappe beaucoup de ces femmes-là qui ont des projets intéressants, puis leurs besoins, sonder les besoins un peu identiques aux entrepreneurs à temps plein. Ils ont besoin, mais le financement, effectivement, c'est des plus petits montants, puis il y a besoin de beaucoup d'accompagnement. Les besoins sont les mêmes, c'est juste la forme d'entreprendre est différente, puis de voir également, j'étais contente d'entendre les entrepreneurs qui ont plusieurs projets, puis ça, c'est l'autre réalité aussi. Les personnes ne veulent plus faire une seule chose, ils font multiples projets, autant des fois au niveau de l'emploi que de l'entrepreneuriat. Je peux continuer là-dessus. Simon, justement, j'entends la même chose. Les femmes entrepreneurs, il y en a plusieurs qui commencent avec quelque chose à temps partiel et ça fait ce que ça fait, c'est que souvent, ils ne peuvent pas qualifier pour certains programmes ou certains prêts. Donc, on voit vraiment les impacts. Pour revenir un peu à une histoire de stéréotypes, j'ai une histoire rapidement qui me vient en tête. Souvent, on fait beaucoup affaire avec des consultants. Et à un moment donné, je discutais avec un consultant où est-ce que je voulais juste apprendre à le connaître et à comprendre sa façon de travailler. Et il me mentionnait que sa façon de procéder lorsqu'il rencontrait des clients et clientes, c'était qu'il voulait s'assurer que ses valeurs, les valeurs entrepreneuriales étaient enlignées avec les valeurs personnelles. Et il me disait comme par exemple, si je fais de la consultation pour quelqu'un qui veut faire de l'exportation, si c'est une femme, il n'avait pas spécifié si c'était une femme, mais il avait dit, je leur demande si elles ont des enfants. Là, j'ai dit, OK. Puis là, il dit, la raison pourquoi je leur demande ça, c'est que elles doivent comprendre que si elles décident d'aller de l'avant et faire de l'exportation, c'est que elle ne sera pas souvent à la maison.
Là, je dis OK. Est-ce que vous demandez aussi cette question-là aux hommes entrepreneurs qui veulent faire de l'exportation? Et à ce moment-là, je pense qu'il y a comme un petit déclic. Il ne voulait pas faire ça par méchanceté, mais je pense qu'il n'a jamais réalisé que ces questions faisaient en sorte que ça a probablement découragé des femmes. Ça les a peut-être fait aussi sentir mal. Peut-être qu'en tant qu'entrepreneur, ça les aurait peut-être découragés d'explorer la possibilité d'exporter juste à cause d'une simple question. Donc, c'était une histoire que j'ai vécue là, en discutant avec un consultant. Je pense qu'il a arrêté de poser la question aussi par après. Merci pour le partage. Est-ce qu'il y a une de nos femmes entrepreneurs qui veulent poursuivre? Oui, je pourrais poursuivre. Je trouve cette question intéressante parce que, à prime abord, être en affaires, c'est difficile et c'est une décision importante comme un choix de carrière. C'est difficile pour tout le monde, qu'on soit un homme, une femme, racisé ou pas, jeune, expérimenté. Ce n'est pas un choix évident, mais c'est sûr que en plus, si on vit des intersectionnalités comme étant une femme, racisée, maman, bien, ça rajoute des obstacles ou peut-être des cadeaux. Moi, j'appelle ça des cadeaux parce que c'est toutes des situations qui font qu'on doit être très créatif et trouver des solutions de toute façon. Donc, moi, c'est même pas une question que je me suis posée quand je suis partie en affaires, peut-être à cause de ma personnalité anticonformiste. Quand je me dis que je prends une décision, j'y vais à 100%. Et ce qu'on pourrait considérer comme des obstacles, j'utilise ça comme des qualités, des atouts, des particularités. Je suis maman. Et à l'époque, quand j'ai parti ma dernière entreprise, parce que je suis comme un peu une entrepreneur en série, ma première entreprise, je l'ai créée à l'âge de 23 ans, bien, je ne trouvais pas d'endroit de coworking où je pouvais amener mes enfants avec moi. Bien, je l'ai créé, cet espace de coworking pour les parents en affaires. Et ça a évolué, c'est devenu la boutique. Mais c'est juste pour présenter la situation que des fois, on vit des carrefours, puis c'est ça qui fait qu'on développe des solutions, comme un peu ce que Sarah a expliqué avec la pandémie. Bien, elle s'est permis là de renouer avec une passion qui était enfouie, que peut-être qu'elle n'aurait jamais déployée si cette situation fâcheuse ne se serait pas produite. Moi, ce que je trouve de déplorable, c'est le temps qu'on nous fait perdre en tant que femmes par rapport à des grandes institutions qui ont justement des préjugés sur le sérieux de notre démarche entrepreneuriale, que ce soit des institutions bancaires. J'ai tellement perdu de temps pour une demande de carte de crédit, demande de prêt, ouverture d'un compte commercial. Je ne sais pas si c'est parce qu'on ne nous prend pas au sérieux ou on minimise l'impact, l'importance de nos idées d'affaires. Pour tout ça, je n'arrive pas à trouver de solution parce que je suis encore dans ces méandres-là. C'est de faire face à des personnes en position de pouvoir qui ne valorisent pas ce que j'apporte à la table. Et ça me fait perdre un temps inouï à m'expliquer, à convaincre, à attendre, à juste passer en deux chaises. Une femme travaille nécessairement différemment d'un homme. On est différent. Alors, moi, je trouve que ce n'est pas la bonne solution de nous comparer. Les femmes vivent des particularités différentes dans une vie humaine. On est appelé à procréer, on est souvent les premières à prendre soin de l'enfant. J'aimerais ça que ce soit pris en considération plutôt que d'obliger la femme à avoir un comportement d'affaires similaire à celui de l'homme. On n'est pas pareil, mais on est tout autant aussi compétente et l'impact de nos entreprises peut être tellement exponentiel si c'est vraiment pris au sérieux. Ça nous découragerait moins. On pourrait vraiment se sentir considéré, utile à nos sociétés, à nos familles.
Ben, c'est tout ça que j'ai envie de rajouter à la discussion. C'est cette perception que la femme est moindre dans le milieu des affaires. C'est ce que moi, je ressens et je vis. Merci beaucoup pour le partage, Katie. Sarah, est-ce que tu veux ajouter? Oui, je peux ajouter un petit quelque chose de mon expérience, mais de ce qui s'est passé avec moi, c'est que après avoir travaillé dans des milieux principalement d'hommes, je me suis comme mis une carapace ou un personnage de personne forte pour essayer d'accoter ce que les hommes dégageaient, puis pas montrer mes faiblesses. Donc, pas montrer que ma décision, j'étais pas très sûre de celle-là. Faut qu'à chaque fois que je parle avec un homme entrepreneur, que je sois sûre de ma décision. Il faut que je prouve des choses. Là. C'est souvent ce que j'ai perçu de moi en affaires, c'est d'être comme un homme en affaires. C'est un peu le feeling que j'ai vécu avec les années. Là. Okay. So, dans le fond, c'était pas vraiment toi, la même version de toi dans d'autres milieux, mettons. C'est ça. Ah, j'aurais envie de compléter avec ce que Sarah vient de dire, parce que moi, je suis vraiment partie en affaires avec mon ex-conjoint à l'âge de 23 ans. Et la petite phrase que je me suis toujours répétée, c'est comment un homme réagirait. À chaque fois que je me trouve devant une situation, j'ai comme l'impression que les hommes se comportent d'une façon qu'ils sont à la bonne place tout le temps. Et nous, les femmes, comme elle vient de le dire, il faut toujours qu'on prouve qu'on est aussi compétente qu'eux. Ouais, et on doute tout le temps. J'ai l'impression que chaque décision qu'on fait, on doute tout le temps, mais on doit montrer qu'on ne doute pas. Donc, c'est... OK. Je lance la balle à nos prêteurs. Est-ce que c'est des choses que vous réalisiez qui se passaient pour les femmes ou est-ce que c'est nouveau ce que vous entendez dans les histoires partagées? Mais je trouve que c'est bien de l'entendre et exprimer comme ça. C'est effectivement. Puis juste étant un homme, nous autres aussi, on doute des fois aussi. C'est peut-être effectivement des fois comment qu'on se ressent un petit peu dans ça. Mais c'est certain que juste pour revenir un peu à la question des institutions, puis les pertes de temps, des choses comme ça, il y a également des problèmes un peu systémiques, je pense, qui nuisent un peu aux démarches. Puis ce n'est pas uniquement des femmes, mais souvent les femmes ont une croissance. On parlait au niveau du microcrédit, ça commence très petit, etc. Mais maintenant, les institutions prennent un virage, à peu près plusieurs institutions, puis même au niveau gouvernemental, tout le monde veut travailler sur des gros dossiers, avoir des gros chiffres à la fin d'année. Les directeurs de compte ont des objectifs importants de prêter plusieurs millions par année, plusieurs choses comme ça. Quelqu'un qui a besoin d'un prêt de 5 000 $ présentement, il n'y a à peu près plus personne qui veut le faire. Heureusement, un microcrédit existe encore qui peuvent le faire. Mais c'est ça, les objectifs. On dirait qu'il y a une espèce de tendance, puis il y a une question un petit peu de rentabilité. Chaque organisation doit essayer de faire ses frais. Il y a des raisons qui expliquent un petit peu ça, mais on se rend compte finalement qu'on exclut une grande partie de personnes qui ont des projets très intéressants, mais qu'il faut prendre le temps finalement d'écouter. Il y a vraiment un enjeu d'efficacité au niveau de nos organisations, d'être capable de traiter un gros volume de petites demandes au lieu de se concentrer finalement, comme beaucoup de banques et d'institutions financières le font, c'est sûr, faire une marge de crédit de 500 000, c'est plus payant que d'en faire une de 5 000 $, on s'entend. Puis des fois, même, c'est moins de travail parce que l'entreprise est plus grosse, elle a un comptable à temps plein qui fournit tous les chiffres dans bonne et due forme. Mais il faut vraiment que les institutions fassent une espèce d'analyse, qu'il y ait des objectifs qui ne sont pas seulement sur le quantitatif de faire des gros montants, mais beaucoup plus un peu sur justement trouver un peu de qualitatif dans ça, trouver un peu d'autres apports finalement qui amènent, parce que c'est important au niveau de l'économie quand on parle d'entrepreneuriat à temps partiel, j'en parlais un peu plus tôt, ça a de l'air banal une personne à temps partiel, mais si on en met des centaines de milliers, des millions à travers le Canada, c'est loin d'être banal, c'est un apport économique important finalement. Mais souvent, ça passe un petit peu en dessous de la loupe, puis le monde ne veut pas s'attarder à ça. Puis on aurait tout à gagner, finalement, à trouver des outils. Puis, je veux dire, le projet de recherche qu'on a fait, on l'a travaillé avec 16 partenaires pour les convaincre d'adapter. Puis, il y a beaucoup de questions aussi de flexibilité, même d'horaire aussi, d'être ouvert à des heures, parce que maintenant, les gens, justement, des fois, qui ont d'autres occupations, ne peuvent pas tout le temps venir à notre bureau de 8h30
à 4,5. C'est qu'il faut vraiment gagner en flexibilité. Il faut trouver des façons finalement d'être plus agile pour s'adapter à la réalité du marché d'entrepreneuriat. Surtout dans un contexte un peu de plein emploi. On en parle des fois un petit peu à l'interne ici au bureau. Les futurs entrepreneurs sont à l'emploi quelque part présentement ou ils ont d'autres activités quelque part. C'est qu'il faut s'adapter à eux autres si on veut promouvoir l'entrepreneuriat à travers le pays. Si je peux me permettre, pour rebondir sur ce que Simon a dit, vous savez, chez Microcrédit Montréal, nous, on fait des prêts d'honneur. C'est vraiment basé sur la confiance qu'on bâtit avec des personnes. Donc, ça veut dire, c'est prendre le temps avec chaque personne qu'on voit. Et c'est sûr, dans un œil d'une banque traditionnelle, c'est pas rentable parce que les intérêts peuvent nullement couvrir le temps qu'on passe avec chaque individu. Donc, c'est pour ça que le gouvernement a un rôle à jouer parce qu'un prêt moyen chez nous, c'est autour de 7 000 $. Donc, il y a un besoin. Et nous, on préfère toujours privilégier une approche progressive parce que, surtout, on sait qu'une dette peut être double tranchante. On ne veut pas endetter quelqu'un si elle n'est pas sûre d'elle-même. Donc, on préfère une approche progressive en accompagnant la personne et cette confiance qu'on bâtit avec chaque personne, c'est ça qui, à la fois, qui est notre garantie, entre guillemets, mais on voit que dans le contexte de pénurie de main-d'œuvre, oui, il y a plein d'emplois. L'année dernière, nous, on a offert une formation en entrepreneuriat féminin et finalement, on avait doublé les nombres inscrits. La plupart étaient déjà, elles travaillaient surtout dans le domaine de la santé en tant que préposés aux bénéficiaires. Mais ce que cela nous a dit, c'est que oui, les personnes travaillent, elles ont trouvé un emploi de subsistance, mais elles ont une rêve à côté et c'est pour ça qu'elles veulent explorer son potentiel entrepreneurial. Donc, il faut tous les acteurs, tout type d'acteurs pour accompagner des personnes qui veulent se lancer à temps partiel, à temps plein, et surtout en étant conscient de l'intersectionnalité que chaque personne vit. Si je peux me permettre, comme prêteur et vol, si Mme Leclerc, vous me donnez la parole, évidemment. Écoutez, je suis fortement en accord avec ce que Mme Antoine a insinué tantôt, à savoir que les femmes, effectivement, sont différentes des hommes. Je pense que ça, c'est un constat. Il faut l'admettre, il faut le dire. Et d'ailleurs, Evol l'a compris. Et d'ailleurs, si je vous fais un retour sur le passé, pendant les 2 dernières années au niveau de la COVID, au niveau des prêts d'urgence, je peux vous dire que les femmes avaient beaucoup plus de facilité qu'un homme à avouer leur vulnérabilité. C'est-à-dire, j'ai besoin d'argent, ça ne va pas bien. Alors que quand on questionnait aux hommes, non, ça va bien, puis on le voit, ça n'allait pas bien. Fait que donc, il y a cet aspect-là de différence aussi qu'il faut nommer. Chez Evol, écoutez, ça fait 27 ans qu'on s'adresse aux femmes, fait qu'on commence à les comprendre. Et qu'est-ce qu'on comprend aussi, c'est qu'il faut créer des modèles féminins en entrepreneuriat. Nous, on a le bonheur de savoir associer avec Mme Danielle Henkel, qui est vraiment une porte-parole exceptionnelle pour notre organisation, qui démontre justement qui est le portrait type d'un entrepreneur qui a été maman, grand-maman et qui réussit très bien à faire. On a développé même un offre de service en fonction de ce phénomène-là, c'est-à-dire que les femmes qui ont accouché, on leur permet à ce moment-là d'offrir un moratoire de 3 à 9 mois à ce moment-là sur leur prêt pour leur permettre justement de vivre leur post-grossesse, en fait, là, donc de vivre la naissance du bébé et être capable d'être toujours, de rencontrer les paiements à ce moment-là. On a aussi, quand je parlais de créer des modèles, puis ça c'est excessivement important, il faut lancer des campagnes et il faut les mettre, ces femmes-là, il faut les mettre sur la sellette. On a lancé l'an passé une campagne sur les 100 entrepreneurs dans la revue Coup de pouce qui ont changé le monde. Et cette année, on lance une autre campagne, 1001 raisons, 25 entrepreneurs, de la diversité, de l'impact
en développement durable. Donc, quand on a des modèles entrepreneuriaux, notre rôle comme prêteur ou encore comme développeur économique, c'est de justement de les mettre sur la sellette pour créer justement une demande à ce moment-là, une demande éventuelle. Et quand on aura des modèles, ben, veut pas, il y aura des gens qui voudront à ce moment-là calquer le modèle pour réussir en affaires. Merci beaucoup. Ça nous amène à notre dernière question. Donc, rapidement, si tout le monde voudrait donner leur meilleur conseil à donner à un prêteur qui veut aider à surmonter les préjugés et les stéréotypes liés à l'entrepreneuriat féminin. Ça serait quoi votre conseil primaire? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut commencer? On a juste quelques minutes de reste. Moi, j'aimerais commencer et j'aime beaucoup ce que Indou a dit, c'est le cas par cas. Quand j'ai parti en affaires à l'âge de 23 ans, c'était beaucoup plus facile à cette époque-là, malgré mon jeune âge, d'obtenir du financement parce qu'on pouvait s'adresser au directeur de la banque du quartier où on avait installé le siège social de notre entreprise. Il est venu voir le bureau chef. Il a compris notre modèle d'affaires. Il a compris aussi qu'on manquait d'expérience, mais qu'on avait un projet extrêmement potentiel et il a accepté d'investir. Il y a même Microcrédit Montréal qui ont investi. À l'époque, ça portait un autre nom. Mais aujourd'hui, est-ce que c'est facile de s'asseoir avec un directeur de banque pour pouvoir lui présenter notre projet? Non. On prend un rendez-vous, je pense qu'on remplit une demande en ligne. Cette demande est analysée par quelqu'un qu'on ne connaît pas. Cette personne sûrement, ou peut-être une application, analyse les chiffres, voir le taux de risque, et puis on reçoit un accepté ou rejeté sans avoir pu parler avec quelqu'un, expliquer d'où vient notre idée, notre fougue, où est-ce qu'on veut s'en aller avec ça, comment ça va impacter notre environnement, notre vie, nos finances. On ne peut plus faire ça. Et je pense qu'il faut vraiment revenir à cette formule hyper importante qui va avoir un impact sur l'économie future de Montréal, Québec, Canada, et de justement créer des plus grands entrepreneurs en partant de la base. Oui, c'est vraiment ce que moi j'ai envie de laisser comme mot. Là, revenons à la formule humaine et un petit peu plus comme à une échelle horizontale. Je crois que le numérique est rapide, efficace, mais on manque plein de bons coups avec cette nouvelle façon de faire. Catherine, tu as l'air tout dit pour moi. Ah, Andy. Oui, vas-y, Andy. Non, Kitty, tu as tout dit pour moi. Merci. Je pense que ça revient à mon exemple mentionné plus tôt. Je pense que c'est peut-être juste être conscient des questions qui sont posées ou les informations demandées. Des fois, ça peut être banal, mais j'ai entendu plusieurs histoires de femmes entrepreneurs qui ont été demandées des questions ou même, je ne veux pas revenir à la question numéro 1, mais une histoire où est-ce qu'une femme entrepreneur avait rencontré son banquier à l'époque et c'était dans une petite région rurale, donc Nouveau-Brunswick, c'est vraiment, on est éparpillé un peu partout dans la province, on a beaucoup de régions rurales et c'est une petite communauté et le banquier avait fortement découragé la femme entrepreneur parce qu'il savait que c'était une femme monoparentale, qu'elle aurait eu beaucoup de défis, donc essayer de la décourager de se lancer en affaires. Donc peut-être que c'est... le conseil, c'est simplement s'assurer que les informations qui sont demandées ou les questions sont les mêmes pour les hommes que pour les femmes. Oui, peut-être pour, sans dire enchaîner, faire le lien un petit peu quand on parlait un peu des femmes. Oui, vous avez tout à fait raison, il faut qu'il y ait les mêmes questions, les mêmes choses. Il y a une question, nous autres, qu'on remarque souvent, les personnes, il y en a qui ont le courage de foncer, d'aller de l'avant. Je pense qu'on a des beaux exemples ici. Il y en a beaucoup qui se disqualifient par elles-mêmes. Nous autres, notre objectif, c'est vraiment que la personne elle accepte de mettre le pied dans la porte. Puis pour ça, il faut adapter nos services. Je parlais un peu des horaires plutôt, mais il y a différentes approches aussi. Peut-être aussi juste au niveau des sites web, on a remarqué dans nos études qu'on a faites que plusieurs femmes se disqualifient en regardant la liste des choses qui sont demandées sur le web, se disqualifient plus que des hommes.
sur ça. Peut-être, effectivement, il y a des différences. C'est intéressant à entendre. Mais pour ça, il faut, comme prêteur, qu'on trouve une manière. Nous autres, ce qu'on remarque ici, juste dans les dossiers, il y a à peu près 30 du financement qu'on fait auprès des femmes. On a regardé, il y en a combien qui viennent nous voir? C'est à peu près 30 aussi. On se rend compte qu'un homme et une femme, au final, est accepté à la même proportion, mais ils ne viennent pas nous voir. Dans plusieurs cas, c'est qu'il faut trouver une façon qui vienne nous voir, puis dans ça, c'est plutôt que de demander à elle de changer, c'est nous autres qu'il faut regarder, c'est quoi nos objectifs, j'en parle un peu plus tôt, c'est quoi qu'on veut, est-ce qu'on veut tout le temps avoir des montants de plus en plus élevés qu'on prête à chaque année, ou on veut avoir plus d'impact dans nos communautés, puis supporter différemment. Je pense que ça peut être un mix de tout ça, mais tout ça pour dire le conseil aux prêteurs, c'est plutôt, il faut regarder vraiment c'est quoi nos opérations, puis est-ce que ça s'adapte bien aux personnes qu'on essaie d'attirer chez nous. Merci. Sarah, Joseph, est-ce que vous voulez ajouter? Oui, écoutez, si je peux me permettre, écoutez, il faut arrêter de focusser en tant que prêteur que seulement sur les chiffres, il faut regarder l'aspect humain. L'humain est à la base de l'entrepreneuriat. Écoutez, les femmes vivent effectivement des défis que probablement les hommes ne vivent pas. Puis je vous donne un exemple. Il y a le fait, par exemple, de la maternité. Il y a le conjoint aussi, toute la relation de couple, souvent, qui vit des difficultés parce que la conjointe, des fois, est moins présente. L'homme a une carrière. Donc, il faut regarder un 360 de tout ça. Ceci dit, c'est pour ça que c'est de l'importance de créer à ce moment-là des tables de co-développement où les gens peuvent échanger à ce moment-là sur des problématiques, des défis qu'elles vivent. Donc, ça, c'est un aspect, créer des webinaires, parler. Je pense que ça, c'est la base à ce moment-là parce qu'on voit qu'il y a un changement dans l'écosystème. Les femmes sont de plus en plus reconnues, mais il y a encore du travail à faire. Merci. Sarah, veux-tu ajouter quelque chose? Ben, en fait, tout le monde a dit des très belles choses. Je suis très d'accord avec Simon aussi sur peut-être les critères qui pourraient faire moins peur aux femmes, justement, parce qu'on a la fâcheuse habitude de se négocier nous-mêmes avant de négocier avec des gens. Donc, si justement on voit une lueur d'espoir que c'est possible que finalement, si je ne rentre pas dans tous les critères, que c'est possible de parler avec quelqu'un qui va s'adapter à nous, je pense que ça ferait beaucoup moins peur à beaucoup plus de femmes. Puis, de mon côté, dès le départ de l'entreprise, on a fait visiter l'entreprise très souvent par plusieurs personnes, par les mêmes personnes, puis ils voient l'évolution, puis ils en parlent à d'autres gens. Donc, je pense que ça a été de prouver en fait ce qu'on fait, de montrer ce qu'on fait. On peut laisser notre travail parler de lui-même. Moi, c'est toujours ce qui m'a le plus, qui était le plus payant pour moi, c'est de laisser mes créations parler d'eux-mêmes. Donc, c'est ça, de faire visiter les gens dans des entreprises dirigées par des femmes, c'est, je pense, une très bonne solution. Indou, tu as mentionné que tu étais d'accord avec ce qui avait été dit, mais est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Non, ton micro est fermé. Juste dire, de mettre en avant plus souvent des personnes comme Kitty Antoine, Sarah l'Italienne. Ce sont non seulement des personnes qui ont un vécu, mais qui ont une expérience, toute une richesse à partager. Donc, c'est ça mon souhait. Moi, j'aimerais rajouter d'accueillir nos idées d'affaires, nos projets d'affaires et nos entreprises déjà existantes avec le même enthousiasme qu'on accueille les projets de nos frères en affaires, avec le même enthousiasme, la même énergie, le même désir de croissance et de succès. Merci encore. C'était très intéressant. Merci, Lisa. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Merci. C'est un plaisir de vous rencontrer. Oui. Bonne journée. Demain. Au revoir. Bye. Alors que nous nous apprêtons à clôturer cet événement, nous tenons à remercier les panélistes et tous ceux et celles qui ont pris le temps de regarder cette conversation. Nous avons déjà très hâte à la prochaine session dans le cadre de cette série de panels de discussion de prêteurs novateurs. Nous aimerions rappeler que Prêteurs novateurs fournit une boîte à outils en ligne gratuite, un blog et du contenu dynamique pour tous les employés des institutions financières qui accompagnent les femmes entrepreneurs vers le succès. Si vous êtes intéressé d'en apprendre davantage sur le thème d'aujourd'hui, nous vous invitons à visiter notre site web et consulter l'outil numéro 2.
Nous vous encourageons également à vous inscrire à notre infolettre en ligne gratuite et à nous suivre sur les médias sociaux. Nous sommes actifs sur Twitter, LinkedIn, Facebook et Instagram. Encore une fois, merci à tous et au nom de l'équipe de Prêteurs Novateurs, nous vous souhaitons une belle journée et nous espérons que vous allez nous joindre pour le prochain panel de discussion.